Et si ma holding basée à Dubaï perçoit des dividendes de France, que je suis résident fiscal français, malgré un visa de résidence à Dubaï, mais que je ne touche pas à ces dividendes, qu'ils restent dans la boîte pour faire de l'immobilier, etc. Peuvent-ils me redresser? Alors oui, très bonne question, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous demander faut-il transférer votre siège social à l'étranger ou créer une holding à l'étranger? Que ce soit dans un souci de sécuriser financièrement vos actifs à l'étranger ou tout simplement d'optimiser fiscalement grâce à des régimes fiscaux privilégiés à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'il en est lorsque vous êtes toujours résident fiscal français? Est-ce que vous pouvez vraiment échapper au fisc? Ou alors est-ce que vous avez un vrai risque d'être redressé fiscalement? Alors c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, aujourd'hui on va parler d'un petit article peut-être méconnu qui est l'article 123 bis du Code général des impôts et qui va justement viser les personnes qui souhaitent faire des holdings à l'étranger pour détenir leurs actifs, notamment valeurs mobilières, actifs financiers. Et effectivement, ça va peut-être calmer certaines personnes, notamment les champions de la fiscalité, qui vendent la création de sociétés offshore et de holdings à l'étranger pour optimiser fiscalement. Donc pour nous, ce qui nous concerne, c'est si vous êtes résident fiscal français, donc on vise les résidents fiscaux français, qui vont détenir plus de 10% d'actions par droit financier au droit de vote dans une entité juridique. Alors il faut savoir que c'est très large, on va viser toutes les personnes morales, organismes fiducies et institutions comparables qui sont constituées hors de France. Dans ce cas, il faut qu'elles soient principalement composées d'actifs financiers et monétaires et qu'elles bénéficient d'un régime fiscal privilégié avec la notion qui est renvoyée par l'article 238A du CGI, donc soit qui bénéficient d'un impôt inférieur à 40% à comparer avec l'impôt français, ou soit dans un pays où il n'y a pas d'impôt, ou alors pas d'impôt sur les revenus étrangers, ou alors qui bénéficient de versements sur des comptes qui sont eux-mêmes dans des pays à fiscalité privilégiée, et si l'entité juridique était dans ce pays, elle bénéficierait également d'un régime fiscal privilégié. Donc c'est très large, il faut faire très attention sur ce point-là. Et malheureusement, si vous êtes dans ce cas, vous allez avoir une imposition en matière de revenus de capitaux mobiliers des produits qui sont générés par les actifs de l'entité juridique. Et en plus, vous aurez le droit à une petite majoration de 25% des montants, sauf sur les prélèvements sociaux. Donc on voit que c'est un mécanisme qui tend à éviter d'aller localiser vos actifs financiers à l'étranger, dans un pays à fiscalité privilégiée, tout en évitant l'impôt en France. En sachant qu'en plus, il y a des présomptions de contrôle de société et qui feront que même si vous n'avez pas 10% de droits dans l'entité juridique, vous serez assimilé comme ayant un contrôle sur l'entité juridique et soumis à ce régime, notamment lorsque vous êtes en présence d'un trust, ou alors si l'entité juridique est dans un ETNC, donc État et territoire non coopératif, ou alors si l'administration fiscale peut justifier que vous êtes en fait le bénéficiaire économique des sommes qui vont être créditées sur le compte de l'entité juridique. D'ailleurs, il y a déjà de la jurisprudence sur ce point-là et qui a permis à l'administration fiscale d'écarter les montages type société au Panama qui va percevoir des sommes créditées sur un compte en Suisse et des sommes qui en fait rémunéraient l'activité professionnelle du résident fiscal en France non déclaré en France. Finalement, l'administration fiscale avait pu démontrer que les sommes qui étaient sur le compte bancaire suisse étaient utilisées directement par le résident fiscal français et finalement, il avait un contrôle qui était présumé sur l'entité au Panama et finalement il était soumis à cet article 123 bis du CGI en tant que bénéficiaire économique avec la libre disposition des sommes sur le compte bancaire suisse détenu par la société panaméenne. Alors ce régime est large également puisqu'on parle de détention directe ou indirecte par l'intermédiaire de chaînes de participation, voire même par l'intermédiaire d'une communauté d'intérêt à caractère familial. Donc si vous avez, vous et votre famille proche, des détentions, il se peut que même si vous avez moins de 10% seul, dans le cadre de votre communauté d'intérêt, donc votre groupe familial, vous ayez plus de 10% et vous soyez soumis à cette obligation. D'ailleurs, l'administration fiscale précise qu'il faut porter une attention particulière sur les procédures abusives qui finalement permettraient de relever que vous avez artificiellement diminué votre détention ou réparti votre détention dans l'entité juridique à l'étranger et vous pourriez être soumis dans ce cas-là à la procédure d'abus de droit. Ensuite, effectivement, on a vu qu'il y a des présomptions que l'entité doit être dans un régime fiscal privilégié et également qu'elle soit principalement composée d'actifs financiers et monétaires.
Effectivement, on va plutôt parler principalement de valeurs mobilières, de créances, de dépôts, de comptes courants. Et il faudra que l'actif soit constitué à plus de 50% par ces éléments. Mais attention, puisque les titres et actions de sociétés à prépondérance immobilière sont également considérés comme des valeurs mobilières et font partie du calcul pour déterminer si vous êtes composé principalement d'actifs financiers ou monétaires. Et de même, les lingots d'or sont pris en compte, parce qu'il y a de la jurisprudence également sur la prise en compte de lingots d'or inscrits sur le compte courant d'une société étrangère à son actif, pour le calcul de la répartition de l'actif. Et de même, il faudra bien faire attention que si l'administration fiscale considère que vous êtes principalement avec des valeurs mobilières ou monétaires, l'ensemble des bénéfices dégagés même par les actifs immobiliers vont concourir à une imposition en France. Et là encore, l'administration fiscale rappelle qu'elle va aussi contrôler les mesures de répartition fictive pour passer sous ce plafond de 50%. Et ce qui fait que finalement, si on rentre dans ces conditions, vous allez être imposable en France, même en l'absence de distribution effective des bénéfices faits par l'entité juridique, dans la proportion de votre détention dans l'entité juridique. Avec, comme je l'ai dit, en plus une majoration de 25% à l'impôt sur le revenu, sauf en matière de prélèvements sociaux. Et vous aurez un certain formalisme à faire dans le cadre de votre déclaration d'impôt sur le revenu, au titre de l'information à donner à l'administration fiscale. Et tout en sachant en plus que dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'administration fiscale a un droit de contrôle allongé, puisque la prescription est de 10 ans dans le cadre de son droit de contrôle. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais vous connaissez des personnes qui ont des holdings à l'étranger, au Luxembourg, en Suisse, en Andorre, à Malte, en Irlande, etc. Et ce n'est pas pour ça qu'ils semblent être imposables sur les bénéfices réalisés par la holding à l'étranger. Puisqu'effectivement, il existe des clauses de sauvegarde qui vont permettre de limiter l'application de ce régime. Notamment si votre entité juridique est dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays hors Union européenne pour lequel il y a une convention d'assistance administrative et également une clause d'assistance en matière de recouvrement. Dans ce cas-là, ce mécanisme de l'article 123 bis du CGI ne va pas se mettre en place à partir du moment où l'administration fiscale ne peut pas démontrer qu'il y a un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Donc il faudra vraiment vous attacher au fait que votre structuration juridique démontre bien l'absence de montage artificiel dans le but de contourner la loi fiscale française. Et comme je dis, il faut bien faire attention parce qu'il y a déjà de la jurisprudence, notamment avec des holdings au Luxembourg, pour lequel l'administration fiscale avait bien pu démontrer qu'une personne résidente fiscale en France détenant à plus de 99% une holding au Luxembourg, pour lequel elle faisait l'objet d'un seul prélèvement de 0,2%, dont l'actif était constitué à plus de 89% de valeurs mobilières et de dépôts en banque, avec un compte bancaire, une comptabilité au Luxembourg, mais sans bureau, sans moyens humains et matériels pour l'exercice de l'activité, ce qui faisait que, comme l'entité au Luxembourg était soumise à un régime fiscal privilégié et constituée principalement d'actifs financiers et monétaires, puisqu'elle avait une activité unique de gestion de ses propres actifs. Dans ce cas-là, c'était bien un montage artificiel dans le but de contourner la législation fiscale française. Et même chose dans un cas plus récent, d'une personne qui était résidente fiscale en France et qui avait une holding animatrice de son groupe en France, qui, pour bénéficier des largesses de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg, à l'époque, a décidé de transférer son siège de société au Luxembourg et de transformer sa holding animatrice en holding passive. Suite à ce transfert de siège, la holding passive a apporté les titres de société à prépondérance immobilière française à une filiale immobilière au Luxembourg. Et derrière également, les sociétés ont été cédées, ce qui a permis de dégager des plus-values non imposables au Luxembourg en application des dispositions particulières à l'époque de la convention fiscale France-Luxembourg. Et finalement de bénéficier, dans l'application des dispositions particulières de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg à l'époque, d'une non-imposition sur cette opération. Bien sûr, vous en doutez, l'administration fiscale a eu son mot à redire, puisqu'elle a pu voir qu'il y avait une détention à plus de 10% d'une entité juridique à l'étranger, qui avait fait l'objet d'un seul prélèvement de 0,21% au Luxembourg, puisque le montant du litige portait sur presque 7 millions d'euros, sur lequel un impôt au Luxembourg avait été de seulement 14 000 euros. Donc, au Luxembourg, on avait bien bénéficié d'un régime fiscal privilégié. L'actif de la holding était effectivement constitué uniquement de sociétés à prépondérance immobilière dont les actifs fonciers étaient en France. Donc, l'actif était bien principalement composé d'actifs financiers et monétaires.
la société holding passive n'avait aucun autre revenu que les produits provenant de ses participations, pas de locaux propres, pas de matériel et de moyens humains pour la gestion de la holding, ce qui fait que l'administration fiscale a pu démontrer que ce montage était un montage artificiel dans le seul but de contourner la législation fiscale française. Donc il est important de bien pouvoir justifier que votre montage est absent de toute artificialité et que vous ne l'avez pas fait dans le seul but de contourner la législation fiscale française. De même également, si votre entité juridique est en dehors de l'Union européenne et en dehors d'un pays pour lequel il n'y a pas eu de convention d'assistance administrative et notamment de clause d'assistance au recouvrement, dans ce cas-là, il faudra pouvoir justifier que la présence de l'entité juridique dans ce pays a un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans cet état à fiscalité privilégiée. Et là encore, l'administration fiscale sera attentive aux moyens d'exploitation de la société dans ce pays à fiscalité privilégiée. Donc voilà, maintenant qu'on a vu à peu près les risques en matière de transfert de sièges à l'étranger, de création de holding à l'étranger, notamment sur le caractère artificiel de la création, on va s'intéresser aux chiffres finalement des redressements et est-ce que cet article 123 bis du CGI est vraiment utilisé. Puisqu'on voit dans les derniers rapports qui ont suivi la loi de finances pour 2024, on a eu les chiffres en matière de contrôles fiscaux internationaux et notamment le fait qu'il y a eu 75 dossiers qui ont donné lieu à des rectifications en matière du 123 bis du CGI pour un montant à hauteur de 325 millions d'euros en base et que les pays principaux concernés étaient le Panama, Liechtenstein, Suisse, Émirats, le Luxembourg, États-Unis. Il est quand même précisé que du fait que très souvent il y a une volonté manifeste d'éluder l'impôt, vous êtes souvent avec des majorations systématiques de mauvaise foi, minimum, voire des poursuites pénales. Donc voilà, on a fait l'explication de l'article 123 bis du CGI. Soyez attentifs quand même que la mise en place de sociétés écrans de montage artificiel est également dans le collimateur de l'Union européenne, puisqu'on se rappelle de cette proposition de directive ATA 3 pour limiter l'usage abusif d'entités écrans à des fins fiscales. L'administration fiscale dispose également d'autres mécanismes pour écarter les montages artificiels, notamment au titre de l'abus de droit, ou les questions de bénéficiaires effectifs dans les conventions fiscales, ou alors des clauses anti-abus dans certains régimes, notamment dans le régime Murphy, qui permettent d'écarter tous les montages artificiels. Donc soyez attentifs à votre structuration et on vous laisse nous poser toutes vos questions en commentaire. On vous dit merci, à bientôt.